Bonjour à toutes et à tous, c'est Un jour un fossile et aujourd'hui nous sommes de retour dans les collections de l'université du Witwatersrand pour parler d'un de mes petits chouchous, le Kystekephalus, ou Cystécéphalus si vous voulez le prononcer à la française. Le Kystekephalus donc qui se reconnaît particulièrement, alors c'est un dicynodonte, donc c'est un herbivore du Permien, et il se reconnaît facilement à sa tête plate. Donc il a une tête toute plate. Vous voyez ici, ça ce sont les yeux, un œil et le deuxième œil. Vous en avez un très joli ici, là, qui est bien préparé. Donc voilà, il se reconnaît bien à sa tête plate. Et donc le Kystekephalus est très important comme fossile dans le Karoo parce qu'il est un marqueur de biozonation. Donc la biozonation, c'est quand vous utilisez les fossiles pour dater les roches. C'est-à-dire que basé sur le principe que les espèces ne sont pas éternelles, il y a certaines espèces qui ont vécu un très très court laps de temps. Et ce court laps de temps peut être mis à profit si jamais l'espèce était très répandue. Et les Kystekephalus, eh bien, ils étaient très répandus, du moins, et ils sont très facilement reconnaissables aussi du fait de leur tête plate. Donc les Kystekephalus, on aime bien les utiliser pour la biostratigraphie. Ils ont d'ailleurs une zone à leur nom, une biozone à leur nom, qui s'appelle la zone à Kystekephalus. Alors on trouve des Kystekephalidés, donc la famille des Kystekephalus, on la retrouve non seulement en Afrique du Sud, mais on la retrouve aussi dans toute l'Afrique, on la retrouve en Zambie, on la retrouve au Mozambique, on la retrouve en Inde. Bref, elle est assez répandue finalement cette famille, les Kystekephalidés, et ils ont toute cette caractéristique d'avoir la tête plate en forme de boîte. C'est d'ailleurs ce que le mot Kystekephalus veut dire. Ça veut dire tête en forme de boîte. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Kystekephalus parce que c'est une espèce, je sais pas pourquoi, mais cette espèce, elle me hype totalement. Enfin, c'est ouf parce qu'ils ont rien de particulier. C'est les ratopnus du Permien en fait. C'était des animaux qui vivaient sous terre. On a pas mal d'indications du fait qu'ils vivaient sous terre. Déjà, leur oreille interne est très grosse, forme une énorme chambre de résonance qui sert à capter les infrasons, donc les ondes sismiques. Hein. Les infrasons, les ondes sismiques, c'est la même chose. Enfin, un infrason devient une onde sismique quand il se propage dans le sol, ou inversement. Et donc, ils avaient une oreille interne qui était adaptée à l'audition des infrasons. Donc déjà ça c'est un indicateur qu'ils pouvaient entendre les ondes sismiques, et on sait d'après leur squelette, parce qu'on a de très très beaux squelettes de Kystekephalus, qu'ils avaient un très très long squelette en saucisse, un peu comme les ratopnus. Donc là vous avez un squelette partiel, et ils avaient des pattes, donc un squelette long en saucisse qui rappelle du coup celui des ratopnus, hein. Et ils avaient des pattes aussi qui étaient très très puissantes, avec, vous voyez, un numérus qui a une crête deltopectorale, donc c'est ici, c'est la crête deltopectorale, et la crête deltopectorale, ici, de ce côté-là, c'est l'insertion du muscle pectoral, et vous voyez que cette crête, elle est immense hein, par rapport au reste de l'humérus ici. Cette crête, elle est absolument gigantesque, et c'est l'insertion du muscle pectoral, donc qui sert à creuser. Et les mains sont comme des palmes, vous voyez, là en plus, elle est juste à côté de la tête. Vous pouvez voir que les mains, elles sont gigantesques par rapport à la tête. Donc ils avaient des mains absolument énormes, qui étaient comme des palmes, et dont ils se servaient pour creuser, en fait. Donc ils avaient un corps en forme de saucisse qui se glisse bien dans des galeries, ils avaient une tête toute plate qui se glisse bien dans les galeries, des grosses mains pour creuser, une oreille interne qui permet d'entendre les infrasons, bref, tout indique que ces Kystekephalus, c'était les ratopnus du Permien. Mais ils ont encore leur petite zone d'ombre, leur petite zone de mystère, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de Kystekephalus dans ce qu'on appelle un burrow cast, donc le moulage en fait d'une cavité d'un terrier, tout simplement. Donc on n'a pas encore retrouvé de Kystekephalus dans un terrier fossilisé, basiquement. Et l'autre raison pour laquelle je vais vous parler des Kystekephalus, c'est que j'ai toujours rêvé en trouver un, et en fait, et du coup celui-là, c'est le premier Kystekephalus que j'ai trouvé, c'était il y a 2 ans. Et alors il est super lourd, et vous pouvez voir qu'il a cette croûte verte qui l'emprisonne. Et en fait, il est très très lourd parce que cette croûte verte, en fait, elle est faite de fer réduit. Et ça, c'est très typique des fossiles du Permien. Les fossiles du Permien ont une croûte en fer réduit
très caractéristique et verte. Donc généralement, on retrouve les crânes dans des nodules verdâtres comme celui-là. Vous voyez comme il brille, on voit, c'est presque du fer à l'état pur. D'ailleurs, quand on l'a scanné, celui-là, on l'a passé au rayon X, et on voit que dalle, parce que justement, les rayons X ne passent pas au travers du fer. Donc, vous voyez comme il brille, c'est impressionnant. Il n'a pas été verni ni rien. Hein, donc, il est presque, ouais, c'est un fossile en fer pur. Et je voulais vous parler de celui-là, parce que c'est un autre Kysteképhalus que j'ai trouvé le même jour, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Donc en fait, on était du côté de Victoria West, là où va se passer le projet Trinax. Et donc on cherchait des indicateurs de biostratigraphie. Donc l'idée derrière ce voyage de terrain, en fait, c'était que un des organisateurs du terrain pensait que la zone de Victoria West était mal cartographiée. Donc il pensait que les géologues n'avaient pas daté l'endroit comme il fallait. Et du coup, il voulait retourner sur le terrain pour trouver des fossiles marqueurs de biostratigraphie pour pouvoir dater plus précisément le terrain. Et du coup, trouver un Kysteképhalus, bah, ça a été une grande chance, parce que justement, Kysteképhalus, c'est un marqueur de biostratigraphie. Et donc, quand j'ai trouvé ce premier Kysteképhalus là, donc j'ai appelé à la radio et je leur ai dit, bah ça y est, j'ai le Kysteképhalus, voilà, ça nous montre que c'est la zone à Kysteképhalus. Bon, en réalité, Kysteképhalus, on le retrouve aussi dans une autre biozone un tout petit peu. Donc Kysteképhalus tout seul est pas indicateur d'une biozone hyper restreinte, mais déjà c'est une super indication de où on se trouve. Et donc j'appelle en disant j'ai trouvé un Kysteképhalus et tout, donc c'est trop bien. Et puis je trouve celui-là. Je trouve celui-là, sauf qu'à ce moment-là, en fait, je pensais que il n'était pas préparé, donc il était complètement recouvert de croûte. Donc croûte que vous voyez là, c'est la croûte qui se trouve ici. Alors j'essaye de faire le point. Essayons de faire le point sur ce Kysteképhalus. Voilà. Donc vous pouvez voir la croûte ici qui est pas tout à fait préparée sur le dessous du crâne. Donc je trouve cet autre-là, et en fait, je me rends pas compte que c'est un Kysteképhalus, je pensais que c'était juste le museau d'un autre dicynodonte hyper commun qui s'appelle Diictodon. Donc pas hyper intéressant pour la datation, et je le balance. Alors que c'est genre le fossile le plus important qu'on pouvait trouver dans le coin, puisque c'était l'indicateur de biostratigraphie. Et je le balance. Et c'est seulement 4 heures plus tard, en fait, en regardant celui-là, justement, et en me disant, ouah, dis donc, il est vachement bien et tout, mais dis donc, il ressemble vachement au museau que j'ai balancé tout à l'heure, en fait. Et du coup, il a fallu que je reprenne le 4x4, que je conduise à travers champs pendant 20 minutes. Donc le 4x4, il en a un peu pris plein sa tronche. Et pour que j'aille rechercher ce crâne-là, parce que je me suis souvenu que, ah merde, en fait, c'était un Kysteképhalus, c'était pas juste un museau à la con. Donc celui-là, il revient de loin. Il revient vraiment de très très loin, ce Kysteképhalus. Et donc ces spécimens-là, ils ont été publiés dans un petit article, je vais vous mettre le lien dans la description. Ils ont été publiés dans un article, puisque notre recherche, la découverte de ces Kysteképhalus et d'autres fossiles comme Holacéphalodon, par exemple, a montré en fait que effectivement la carte géologique était bel et bien fausse et que du coup on a redaté ces terrains. En fait, la carte géologique indiquait que les terrains étaient plus anciens que ce qu'ils étaient réellement. Bon, pas de beaucoup, hein, 1 ou 2 millions d'années, mais bon, ça a son importance, ça a son importance. Mais du coup, ces Kysteképhalus, ils permettent quand même de dater les terrains aux millions d'années près. Donc c'est quand même des fossiles, des marqueurs stratigraphiques très très intéressants. Puis la dernière chose dont je voudrais parler avec ces Kysteképhalus, c'est justement de cette croûte verte. Ce qu'il y a de très intéressant avec la préservation des fossiles dans le Permien, c'est qu'ils sont tous à peu près dans des croûtes verdâtres, alors que quand on passe dans le Trias, les fossiles, ils ont une croûte rouge, comme l'Istrosaurus. Donc l'Istrosaurus, c'est le dicynodonte typique du Trias, du début du Trias, et vous voyez que le fossile, il est rouge et que la matrice, donc la roche encaissante, est rougeâtre. Donc ça c'est un truc très caractéristique de la transition entre le Permien et le Trias en Afrique du Sud, qui montre aussi que l'environnement était beaucoup plus oxydant, puisque là, quand le fer est vert, comme sur le Kysteképhalus, ça veut dire que l'environnement est réducteur, et dans le Trias, l'environnement est oxydant. Donc c'est un indicateur des changements environnementaux qui ont eu lieu entre le Permien et le Trias.
Donc voilà, c'était un jour un fossile, mon Kysteképhalus, et je vous dis à demain pour plus de vidéos. Ciao!